Bonjour, je suis François Bouteille, Société Études Air Comprimé. Je vais vous présenter le premier cours d'une série euh, relative à la conduite des installations d'air comprimé. En fait, ces premiers cours seront aussi intéressants pour la conception. Vous voyez, c'est un cours de base. Les connaissances qui sont nécessaires à la conception des installations ou à leur conduite ne sont pas forcément à 100% différentes. Il y a des connaissances communes. Et à la base, nous allons travailler sur ce qui sera, on va appeler ça AC pour air comprimé 1, notre premier enregistrement. On va essayer de faire une douzaine de minutes d'enregistrement. Nous allons travailler sur tout le début d'une série de couples schémas et mesures. Voilà. C'est une démarche qui est évidemment qui n'est pas forcément la seule possible, c'est notre démarche d'analyse. Nous sommes des spécialistes de l'audit, nous ne sommes pas des vendeurs de compresseurs ou d'électricité. Nous avons une approche qui nous vient de notre pratique de l'audit des installations. Le premier point avant d'aborder, je voudrais prendre une sorte de bonne résolution, c'est de rester indépendant justement des fabricants de matériel comme des compresseurs, des sécheurs ou même des débitmètres. Nous voudrions également rester indépendants des gens qui vendent de l'électricité et prendre en quelque sorte une bonne résolution, une vraie résolution qui est de réduire autant que possible de manière significative les consommations d'électricité. Les consommations d'énergie en général. Et on précisera à usage d'air comprimé. En disant cela, bon, ça paraît peut-être un peu une perte de temps, c'est plus votre but que le nôtre. Nous pensons qu'il est utile de bien préciser, expliciter les buts, de préciser que notre but n'est pas d'éviter une augmentation de votre consommation, si on travaillait pour vous. Notre but, et le but de gens qui sont nos clients, c'est vraiment de réduire de manière importante les consommations d'énergie électrique en général, ou gaz, à usage d'air comprimé. Voilà. Le simple ralentissement n'est pas un but suffisant pour un ingénieur. Nous n'avons pas pour but de ménager des ventes de compresseurs. Nous n'avons pas pour but de ménager un minimum de consommation d'électricité qui serait nécessaire à l'équilibre du système. C'est le rôle d'autres personnes d'aménager le système de production d'électricité, ce n'est pas notre rôle. Voilà. Le deuxième point, donc vous voyez ici, c'est un point qui est relatif donc à l'énergie. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans les installations d'air comprimé, les chutes de pression sont quelque chose qui peut mettre en danger la productivité, voire même la sécurité des process. Donc les chutes de pression sont quelque chose qu'on ne peut absolument pas négliger. Nous souhaitons certainement réduire les consommations d'énergie, mais on n'envisage pas de le faire en ayant une pression qui soit fréquemment trop basse. Au contraire, nous pensons que la différence entre l'air comprimé et l'air pas comprimé, c'est la pression, et qu'il faut qu'elle soit stable et à un niveau suffisant pour permettre le travail. Le deuxième point, c'est la question de la qualité de l'air comprimé. Ce point, comme les chutes de pression, bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir une pression inutilement élevée. Vous voyez, si on a une pression inutilement élevée, il faut la baisser jusqu'à un niveau qui soit adapté. Vous voyez. De même, la qualité de l'air comprimé, il faut évidemment
éviter très souvent le problème de l'eau liquide. L'eau liquide dans l'air comprimé. Il y a d'autres problèmes, donc ça c'est la question du séchage. Le séchage coûte de l'énergie. Le séchage peut occasionner des chutes de pression, mais le séchage est nécessaire. Voyez, donc il faut tenir compte du fait que entre nos trois grands buts, je dirais, qui apparaissent ici, hein, nos trois grands souhaits, il y a le souci de ne pas faire de la surqualité et quand même d'économiser autant que possible l'énergie. Alors le fait d'écrire nos buts et de les expliciter verbalement me paraît important. Ça a été démontré, pas par moi, mais j'ai lu que ça avait été démontré au niveau des sciences cognitives, hein, que le fait d'écrire et d'expliciter ces buts pouvait être très positif et permet de bien les assimiler et de s'en persuader. D'autre part, le fait d'écrire plutôt que d'afficher des PowerPoint aurait un effet positif sur l'apprentissage et sur la compréhension. Le fait d'écrire lentement à la main, vous voyez, ce sont des choses qu'on entend sur les cours du MIT, des cours que les Américains ont mis en place. Et ayant suivi moi-même ces cours par enseignement en ligne, donc sur ordinateur, je dois dire que j'assimile mieux ce qui est exposé quand on prend le temps de l'écrire et de suivre au tableau. Alors moi, je n'ai pas un tableau noir avec de la craie, vous voyez, c'est un tableau, c'est du papier, mais je pense que ça peut présenter un intérêt. En tout cas, c'est pas parce qu'on ne sait pas utiliser PowerPoint qu'on a choisi de vous présenter ça sous cette forme-là. Alors, comment allons-nous travailler? Nous allons présenter ici un schéma extrêmement simple, le schéma le plus simple possible pour commencer à dire des choses dessus. C'est comme ça qu'on va travailler. Alors, dans un stage avec des stagiaires sur site, vous voyez, où on se rencontre et où on se parle et où on peut passer beaucoup plus de temps qu'une douzaine de minutes, il y aura à la fin de ce bref exposé un travail un peu plus approfondi relatif à votre installation. On va quand même commencer à dire tout ce qu'on peut dire sur un schéma très simple comportant 3 compresseurs. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas 3 compresseurs? Je les représente ici. Et 3 utilisateurs. Donc on va dire que c'est un compresseur à vis lubrifié par exemple, un autre compresseur à vis lubrifié, et un 3e compresseur à vis lubrifié. On va faire simple. Pour l'instant, on ne s'occupe pas trop de leur dimensionnement. On suppose que des compresseurs qui refoulent à peu près à 7 bars, 7 bars et demi. Vous voyez, des compresseurs assez standards. Et on va installer dans notre schéma 3 utilisations. 3 utilisations particulières qui vont prélever sur un réseau d'air comprimé dont pour l'instant on ne va rien dire. On ne va rien dire de ce réseau. Tout ce qu'on sait, c'est que les 3 compresseurs, d'une manière ou d'une autre, débitent dans ce réseau et l'air comprimé est prélevé sur ce réseau par 3 utilisateurs. Alors j'ai choisi, c'est un peu arbitraire, quand on est sur un site particulier, on s'intéresse bien sûr aux usages de l'air comprimé sur ce site, mais on a envisagé ici un filtre à manche. Un filtre à manche, c'est une consommation où l'air comprimé est utilisé pour décolmater les manches textiles qui servent à filtrer des poussières. En général, on a ça dans les cimenteries, beaucoup, dans les usines de plâtre, partout où il y a des transports pneumatiques. Quelquefois un peu là où il y a du dépoussiérage. Donc il y a un ou plusieurs filtres à manche. On va avoir ici une application qui est très, très banale, ce sont des vérins, un ou plusieurs vérins. On va penser qu'il pourrait y en avoir plusieurs, vous voyez. Vérins pneumatiques. Les vérins pneumatiques sont une utilisation qui consomme assez peu d'air, en général, sauf si le vérin a une cadence très rapide, mais qui demande beaucoup de pression. Hein? Le filtre à manche ne demande pas tant de pression. Le vérin, il lui faut 6 bars et demi ou 6,0 bars, vous voyez, sinon ça va marcher moins bien dans pas mal de cas. Le filtre à manche,
Une pression de 3-4 bars, 4 bars et demi et 5 bars est souvent suffisante pour le filtre à manche. Le filtre à manche, par contre, n'aime pas trop avoir de l'eau liquide qui se condense sur les manches, vous voyez. Ça dépend du produit qui est transporté et donc du produit des poussières qui sont séparées. Si vous avez un transport de ciment ou de clinker et que vous le transportez et que vous décolmatez les manches avec de l'air comprimé qui contient de l'eau liquide, vous avez tout de suite un problème de colmatage de ces manches qui se bouchent en formant une sorte de béton, une pâte, vous voyez. Dans l'industrie du plastique, on peut être gêné par d'autres aspects. Ce serait plutôt l'huile, vous voyez, présente dans l'air comprimé, qui pourrait poser problème. Les poussières, c'est plus rare. Bon, les poussières peuvent un peu poser problème. C'est un troisième élément de qualité qu'on peut signaler ici, vous voyez. Mais le grand problème de la qualité, c'est toujours l'eau. L'eau liquide dans l'air comprimé qui forme de la glace en hiver dans les pays froids et qui pourrait se mélanger à des produits pour former des pâtes ou des bétons bien gênants. Le troisième type d'utilisation que j'ai envisagé, ce sont des vannes de régulation. Les vannes de régulation demandent très peu de pression. En général, la pression est réglée par des détendeurs à 1,5 bar, à moins de 2 bars, vous voyez. Les vannes de régulation demandent par contre de l'air sans eau liquide, sans huile et si possible sans poussière. Donc, dans notre prochain exposé, dans notre prochain enregistrement, nous allons voir tout ce qu'on peut dire sur une installation qui est aussi simple. Comme on rencontre beaucoup d'installations de ce type-là, je dirais que par exemple, une cimenterie peut ressembler à ça. En général, il y a un peu plus de compresseurs parce que cette cimenterie est grande, vous voyez, mais on pourrait imaginer qu'une partie de cimenterie puisse ressembler à ça. Des filtres à manches décolmatés par air comprimé qui ont besoin d'air d'une qualité acceptable, qui n'abîme pas les manches, vous voyez, pas d'élément de pression, des vérins qui demandent une pression stable et surtout suffisante, et des vannes de régulation qui ont surtout peur de la présence d'eau liquide. Ici, on a les compresseurs, on n'a pas du tout pour l'instant examiné ce qu'il y a là-dedans. Vous avez sans doute un étage de séchage, un réseau de distribution, peut-être des filtres et sécheurs finaux. Pour l'instant, on n'en sait rien, on est comme dans les parties inexplorées des cartes géographiques au XVIe siècle. Nous allons déjà dire tout ce qu'on peut dire d'intelligent sur ce schéma très basique et en fait incomplet, ce qu'on peut éventuellement mesurer dessus. Voilà, ce sera l'objet du prochain petit cours que je vais vous proposer à la suite de celui-ci.